Comme vous le savez, transmutation, beaucoup ont l'habitude de transmutation ici, réunit des personnes autour d'un thème, d'un sujet, donne la parole à différents acteurs dans le but de susciter des réflexions, voire des réactions, voire même, dans le meilleur des cas, des actions. Les propos présentés par les orateurs n'engagent qu'eux-mêmes, n'engagent que ceux qui les prononcent. Transmutation, vous le savez, n'est jamais prescriptif, n'est pas donneur de leçons. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, d'être d'accord ou pas. Bon, c'est vrai aussi pour moi. Les conclusions sont ma lecture, et si elles comportent des jugements, je crains que ce soit le cas, ceux-ci n'engagent que moi. D'autant que je suis moi-même un acteur de l'enseignement supérieur et j'y ai exercé des responsabilités. Et donc, toute critique que je pourrais formuler sur l'enseignement supérieur s'adresserait d'abord à moi-même. Eh bien, je l'assume. Nous sommes au milieu, parce qu'en fait, quand nous avons programmé cette transmutation, on espérait qu'on serait au-delà du milieu, mais on n'est toujours qu'au mieux au milieu de cette pandémie. Et cette pandémie nous a fait éprouver un sentiment de danger proche qui nous a amenés à des réactions fortes. Il y a une leçon à tirer de ça. C'est que même dans des sociétés démocratiques, il est possible de prendre des mesures fortes qui seraient impensables en temps normal. Cela étant, ça ne veut pas dire que toutes les décisions étaient nécessairement les bonnes. Et d'ailleurs, les experts eux-mêmes ne sont pas toujours d'accord entre eux sur la question. Comme quoi, urgence et précipitation sont deux choses radicalement différentes. Mais la crise du Covid, cette pandémie, ce n'est pas la crise la plus importante que nous traversons, ce n'est pas la plus grave et ce n'est pas la plus dangereuse. La plus dangereuse, c'est le climat. Et par facilité, j'emploierai ici climat, climatique au sens beaucoup plus large de crise de la planète, modification des conditions de vie sur la planète, réduction de la biodiversité, etc., etc. Donc permettez-moi, pour faire simple, d'employer climat dans un sens englobant, si vous voulez. Mais avec cette crise du climat, on voit bien que l'absence de sentiment de danger immédiat retarde la prise de décision forte. C'est ce que Stanislas a dit dans son introduction. En matière de climat, savoir ne suffit pas. Tu as dit ça. Savoir n'est pas une condition suffisante, mais ça n'en demeure pas moins une condition nécessaire. Et c'est justement parce que le savoir demeure une condition nécessaire que l'enseignement a un rôle à jouer, et dans le cas qui nous occupe ici aujourd'hui, l'enseignement supérieur. D'ailleurs, Olivier Marchal a rappelé le rôle de l'éducation, ce qui est encore beaucoup plus large, dans son intervention. Alors, quel est le rôle de l'enseignement supérieur? Transmettre des connaissances, sûrement. Créer des connaissances à travers l'activité de recherche, certainement. Former, d'ailleurs on emploie beaucoup plus le mot formation qu'enseignement en général aujourd'hui, certainement aussi. Mais former à l'image de qui? Former à quoi? Enseigner, ça vient du latin insegnare, marquer d'un signe, mettre un signe dans quelque chose, dans ce cas-ci dans quelqu'un. Imprimer une marque. Quelle marque? Quelle marque voulons-nous laisser à nos étudiantes et à nos étudiants? Alors notre rassemblement de cet après-midi n'avait pas pour but de repenser l'enseignement de manière générale, et encore moins l'enseignement supérieur de manière générale, mais seulement de se demander comment l'enseignement supérieur va prendre en compte la question, disons, du développement durable, et plus particulièrement comment l'enseignement supérieur va contribuer à répondre à la crise climatique. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui, rien de plus, rien de moins. Alors les premières interventions, toutes celles d'avant la pause, en fait, celles de Benoît Algland, Adélaïde Charlier, Andreas Schleicher, Christiane Dorion, Frédéric Panier, étaient extraordinairement concordantes et convergentes. Bien sûr avec des mots différents, des mots d'étudiantes, d'enseignants, de chercheurs, de gestionnaires, de consultants, mais toutes ces interventions présentaient les mêmes constats et exprimaient les mêmes attentes. Nous sommes dans un monde qui a changé radicalement, notamment avec la crise climatique. Nous vivons avec un enseignement qui n'a pas totalement, et c'est un euphémisme ou un understatement, suivi ce changement. Il faut donc adapter l'enseignement au monde tel qu'il est devenu et tel qu'il va devenir, ce qui est encore beaucoup plus compliqué. Frédéric Panier a été un peu plus loin en explicitant tout cela, en ajoutant le lien avec le monde de l'emploi, sur lequel je reviendrai,
et en montrant aussi quelques exemples de nouvelles approches. Je pense par exemple à l'Open Loop University Concept de Stanford, je trouvais ça vraiment intéressant, et en insistant sur les skills, skills, soft skills, compétences, et finalement on a beaucoup parlé de ça, peut-être en oubliant peut-être le vrai sujet qui était le climat. Et puis les interventions après la pause sont venues présenter d'autres exemples d'initiatives, Karen Bourse avec Bicode, Olivier Marchal avec la Cité des métiers de Charleroi. Benoît Alglant avait ouvert les interventions avec le climat et Jean Jouzel ferme la boucle avec le climat aussi, en nous ramenant à notre thème d'aujourd'hui et en proposant à l'enseignement supérieur de prendre une position claire, officielle, sur la question climatique avec ce manifeste. Bien. L'enseignement supérieur, restons modestes, ça n'est tout de même qu'un acteur parmi d'autres dans la société. On ne peut pas tout attendre de l'enseignement supérieur. Jean Jouzel a rappelé qu'il fallait repenser toute l'organisation de nos sociétés. C'est vrai, mais cela dépasse largement l'enseignement supérieur. Ça le dépasse, mais cela l'inclut aussi. Mais en tout cas, il me semble qu'on est en droit d'attendre de l'enseignement supérieur qu'il donne l'exemple, qu'il indique la direction, et plus précisément qu'il pense à long terme. Qui d'autre que l'enseignement, et singulièrement l'enseignement supérieur, est encore capable aujourd'hui de penser à long terme? Mais ce n'est pas si facile. Comment former pour le long terme si on attend que l'étudiant trouve un emploi dès la fin de ses études? Comment former un jeune aux compétences, aux skills qui seront attendus dans 10 ans, par exemple, s'il doit trouver un job dans les 6 mois? C'est évidemment la pratique du grand écart qu'on demande ici à l'enseignement supérieur. Il faut que le monde de l'emploi aussi soit orienté vers le long terme. C'est un sujet qui a été abordé d'ailleurs par Frédéric Panier. Il faut surtout que le politique soit orienté vers le long terme. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, cet alignement n'est pas totalement réalisé. Et honnêtement, ce n'est pas la faute de l'enseignement seul. Il me semble qu'en la matière, et je l'ai déjà dit à d'autres occasions, on confond immédiateté et urgence. De plus en plus dans nos sociétés, en politique, parfois dans l'emploi, parfois aussi dans l'enseignement, on gère l'immédiat. Mais gérer l'immédiat, ça n'engage jamais que le court terme. Répondre à l'urgence, ça implique le long terme. Arrêtons de confondre immédiateté et urgence. Le climat, ce n'est pas de l'immédiateté, c'est de l'urgence. Former un gouvernement, c'est de l'immédiateté. Les interventions ont beaucoup insisté sur tout ce que l'enseignement supérieur ne fait pas ou ne fait pas assez. Et c'est vrai qu'on pourrait sortir d'ici avec une impression que tout est négatif, que rien ne va dans l'enseignement supérieur. Alors évidemment, comme j'en fais moi-même partie, je vais modérer un petit peu le constat. Honnêtement, l'enseignement supérieur que nous avons en Belgique et en Belgique francophone n'est pas si mauvais que ça. Il est honnête, puisque j'en fais partie, je vais dire qu'il est de grande qualité. Il travaille déjà sur les skills et les compétences. Il a déjà pris toute une série d'initiatives en matière de durabilité. Et d'ailleurs, je connais assez bien la réaction des gens quand ils entendent dire tout ce qu'ils devraient faire, en général, et surtout dans l'enseignement, ils disent « mais on le faisait déjà depuis longtemps sans le dire et sans le formaliser ». En fait, c'est vrai. Beaucoup de choses se font déjà, honnêtement. Mais c'est un peu comme pour le climat. Faire du tri sélectif ou prendre son vélo, tout ça c'est très bien, mais ça ne va pas suffire pour empêcher la catastrophe climatique. Il est urgent de passer à autre chose. Eh bien, c'est vrai aussi pour l'enseignement supérieur. On fait déjà beaucoup de choses, mais ça ne va pas suffire. Nous avons un enseignement supérieur de grande qualité pour aujourd'hui. Mais l'est-il aussi pour demain? L'enseignement supérieur, et je suis bien placé pour le savoir, ça n'est pas si facile que ça à faire évoluer. Jean Jouzel y a d'ailleurs fait allusion. Pour 2 raisons principales. Alors la première, c'est la question des moyens. Elle a été évoquée cet après-midi, notamment dans l'auditoire ici. Il y aurait un manque de moyens dans l'enseignement supérieur. Tout dépend pour quoi faire. Si c'est pour continuer comme avant, alors certainement oui, il manque de moyens. Mais je suis moins convaincu en fait qu'il manque de moyens pour faire autre chose ou autre chose autrement.
Pour le dire autrement, la préoccupation climatique ne peut pas être approchée comme une nouvelle activité de l'enseignement supérieur, s'ajoutant à toutes les autres et constituant dès lors une nouvelle source de coûts. Ce ne sera pas possible. Elle doit venir transcender et, dans certains cas, remplacer des activités existantes, ce qui permet de poser autrement la question des moyens. La deuxième raison pour laquelle il est très difficile de faire évoluer l'enseignement supérieur, c'est parce que c'est un monde d'individualité. Des individualités généralement bien formées, d'autant plus qu'elles sortent elles-mêmes de l'enseignement supérieur, et tout à fait capables d'argumenter lorsqu'elles ne veulent pas faire ce qu'on voudrait qu'elles fassent. Le changement, si on veut qu'il y en ait un, passera donc par des initiatives et des décisions venues d'en haut, pas seulement d'en haut de l'enseignement supérieur, aussi du politique sans doute, mais aussi par la participation de tous. Il faut que tout le monde y soit associé. Jean Jouzel a beaucoup parlé d'adhésion dans son intervention. Impliquer chacun, c'est précisément le sens du manifeste étudiant présenté par Benoît Algland au début de cet après-midi et de la déclaration d'urgence climatique présentée par Jean Jouzel en clôture de cet après-midi. Pour autant, les établissements d'enseignement supérieur doivent-ils devenir des militants du climat ? Eh bien, je vais répondre par un petit détour. Je me souviens d'avoir vu, quand j'étais jeune, un film hollywoodien qui s'appelait « Les souliers de Saint-Pierre », un film de 1968, dans lequel Anthony Quinn jouait le rôle du pape, ce qui est déjà surprenant en soi. Un pape venu des pays de l'Est, assez prémonitoire pour ce film hollywoodien, entre nous soit dit. Et ce pape venu de l'Est, parce qu'il avait vécu une enfance dans une situation d'extrême pauvreté dans un pays très pauvre, s'était donné comme priorité en tant que pape de combattre la pauvreté. Voyant que les petites initiatives, même mises bout à bout, ne changeaient pas fondamentalement la situation, ça doit nous faire penser à quelque chose d'autre en matière de climat, et voyant qu'il n'arrivait pas à faire changer les choses ou les gens autour de lui, il a pris une décision radicale. Il a décidé, dans le film, de mettre toutes les ressources de l'Église à la disposition ou au service de la pauvreté. Alors nous ne pouvons pas tous devenir papes, nous ne devons pas nécessairement tous devenir militants, mais nous pouvons décider de mettre nos ressources au service d'une cause, dans ce cas-ci, celle du climat. Merci à vous. Merci Bernard. Voilà, si se termine la conférence. J'espère qu'on vous a inspiré, peut-être un peu challengé, j'espère qu'on ne vous a pas trop secoué, mais j'espère que vous partez malgré tout avec un certain bagage. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Les vidéos sont disponibles sur le site. Tout l'événement a été enregistré et donc le lien YouTube continue à fonctionner également. Voilà. Et, merci de votre participation pour tous ceux qui sont en ligne et tous ceux qui sont présents dans la salle. Bon retour chez vous. Merci beaucoup.